Alors, Allez-y. bonsoir à toutes et à D'accord. tous. Je suis ravi de vous retrouver pour une 442e rencontre Vlil. Et ce soir, on a la chance de recevoir Badiadji Auretoudou pour son roman Les Transfuges aux éditions Emmanuel Colas. Le logo est toujours un petit peu plus bas. Voilà. C'est un premier roman en France et non pas véritablement. On va en reparler juste après. Bonsoir déjà, Badiadji. Alors, je vais Allô? continuer. Oui. Ouais, je pense que la connexion est un petit peu instable. Alors, je vais Oui. enchaîner avec mon Allô? J'ai introduction. pas suivi la question. Mhm. Alors, il n'y avait pas de question pour l'instant, Badjadji. Ah, d'accord. C'était simplement un bonsoir. Voilà. D'accord. Alors, Bonsoir. bonsoir. Alors, il y a des romans qui arrivent dans le monde comme on entre dans une pièce fermée depuis longtemps. L'air est épais, la lumière basse, et pourtant, nous voyons presque tout. Douala, capitale économique du Cameroun, le petit Paris pour ceux qui en rêvent depuis le nord. C'est ici que vivent Adia Al-Mata et ses protégés. Des femmes venues du Sahel portant leur espoir comme on porte une valise un peu trop lourde qui finit par peser plus que soi. Binta, Habiba, Jamila, Kulsumi, quatre noms, quatre destins qui se construisent et se défont dans l'enceinte d'un restaurant, d'une maison de velours et d'une sacoche mystérieuse. Badiadji Oretaodo n'est pas de ces auteurs qui jugent, il observe, avec une précision d'entomologiste et une tendresse de poète. Il écoute le cliquetis des cuillères dans la salle à manger, la prière du matin, le craquement du chapelet noir et doré entre les doigts tatoués de Hadja al-Mata. Il entend ce que le roman ordinaire ne daigne pas entendre, le bruit de fond d'une société où le sacré et le profane dînent ensemble, où Allah est invoqué avant et après chaque transaction, où le paradis est une promesse que l'on monnaie. Ce livre est pourtant une fiction, nous prévient-il d'emblée, mais toute fiction qui tremble sur ses propres fondations dit aussi une vérité de notre monde. Et le monde qu'il décrit, celui des migrations internes, des femmes déplacées, des hommes respectables et prédateurs, des réseaux d'exploitation habillés en protection maternelle, ce monde existe bien et il attend qu'on le nomme. Badjadji Oretodo l'a bien nommé en français, mais traversé de Peul, de Haoussa, de ses chansons de Radio Garoua qui arrachent des larmes à celles qui ont tout quitté. Il a nommé la sacoche, la cola mâchée avec concupiscence, le palu du sang qui ne dit pas son nom, le coca Aladji qui cache le whisky comme on cache une vie entière derrière une apparence. Alors nous l'accueillons ce soir, non pour l'interroger sur son livre, mais plus pour continuer à l'intérieur de ce roman, pour aller là où le roman s'est arrêté, pas parce qu'il n'avait plus rien à dire, mais parce que certaines vérités demandent encore un peu de temps avant de se laisser saisir. Bienvenue à nouveau, Badjadji, ce soir. Et Merci, j'espère Anthony. et j'espère que vous Merci nous à entendez tous. correctement. Bonne soirée à tous. Oui, je vous entends très bien. Merci. Parfait. Mhm. Alors, ce que j'aimerais Bonsoir savoir avant de rentrer dans ce roman-là, c'est de savoir finalement d'où vous vient aussi cette entrée en à tous. Mhm. littérature. Dans le sens où c'est un premier roman qui a été publié en France par les éditions Emmanuel Colas, mais ce n'est pas votre premier roman. J'aimerais bien savoir dans quel ordre finalement se situent les transfuges dans votre œuvre générale. Il y a 5 romans apparemment qui sont sortis notamment au Cameroun. J'aimerais savoir où se situent les transfuges dans votre œuvre intégrale. Bon, chronologiquement parlant, Le Transfuge, c'est mon sixième roman. Mais si vous voulez, l'ensemble de mon œuvre a un fil conducteur qui est les injustices sociales. Euh, et bien évidemment, ces injustices sociales euh, ont une observation qui date surtout à partir de mon retour en France. Parce que quand vous quittez un pays après vos études, donc pour des études à l'étranger, vous revenez bien évidemment surtout dans la région où vous n'avez pas donc vécu avant votre départ, bien évidemment, le regard est celui justement de ce revenant. Et j'ai observé un ensemble, en tout cas, je veux dire, des réalités face auxquelles je n'ai pas pu justement rester distant, en tout cas, de ces réalités. Et bien évidemment, c'est à partir de là, je peux dire que c'était la genèse, en tout cas, de mes œuvres donc, romanesques, pour essayer, en tout cas, de porter un regard sur cette société et avec toutes ses dérives sociales, et avec
tous ces excès, et bien évidemment, c'est dans ce sens que les transfuges sont aussi, en tout cas, rentrent aussi dans je veux dire, dans ce sens. Et bien évidemment, comme vous constatez, en fait, les transfuges, c'est un milieu social, justement, je veux dire, de prostitution. Mais en fait, justement, quand je suis revenu, étant donné que j'étais célibataire, donc j'allais manger dans des restaurants et c'était des restaurants où il y avait la nourriture du Nord Cameroun. Et c'est dans ce sens que, par hasard, j'ai dû donc capter toutes ces informations qui, aujourd'hui, ont conduit, je veux dire, donc à la rédaction donc de Transfiche. Parce que ce ne sont pas des réalités qu'on peut voir donc, comme ça, mais c'est par un concours de circonstances que j'ai pu capter ces réalités. Et bien évidemment, de fil en aiguille, j'ai compris qu'il y avait une vraie prostitution qui s'est déroulée dans cet endroit plutôt que le restaurant qui était finalement des façades, en fait. Et à la fin du roman, vous dites que vous vous êtes même déguisé en client. Alors, je ne sais pas comment vous vous êtes déguisé en client pour mieux appréhender les choses, justement, pour faire une sorte d'enquête, mais finalement pour rendre les choses beaucoup plus générales. Ce n'est pas uniquement ciblé sur ce lieu-là. On est au-delà de ça, c'est davantage sur une société de manière beaucoup plus générale. Mais comment s'est passée cette immersion? Vous remerciez aussi toutes celles et ceux qui vous ont aidé, qui ont témoigné. Euh, Est-ce que véritablement, il n'y a plus aucun filtre sur ce qu'ils ont pu raconter, ce qu'ils ont pu vous raconter? Oui, en fait, il y a forcément des non-dits, mais là, c'est la perspicacité de l'auteur. Je veux dire, d'aller au bout des choses et de chercher, je veux dire, à maîtriser même ce qui n'est pas dit. Et pourtant, je veux dire, qui peut apparaître entre les lignes. Vous savez, c'est un milieu donc, qui est très fermé. Et bien évidemment, la seule façon pour moi de m'immerger dans ce milieu, c'est de devenir en fait, donc client. Quand je dis client, ce n'est pas, ce n'est pas, je vais dire, à la recherche, je vais dire, de ces femmes. Ah non, pas du tout. Mais plutôt, étant donné que toutes les soirées, il y a ce que j'ai justement nommé dans l'ouvrage, le hirde. Donc, à travers le hirde, en réalité, c'est un milieu où vous commandez donc, votre repas, vous mangez et en mangeant, ok, vous suivez en tout cas tous les commentaires, les ragots qui peuvent être racontés donc ici et là, mais en réalité, toutes ces femmes qui gravitent tout autour et les hommes qui gravitent aussi dans cette soirée, en réalité, chacun a ses objectifs. Et donc, bien entendu, parfois c'est des rendez-vous ou bien parvenir à obtenir un rendez-vous pour disparaître avec donc, l'une des femmes qui est dans le coin. Donc, eh bien, moi, d'emblée, moi, je montrais que j'avais ce plaisir, en tout cas, de venir manger et de passer du bon temps, de regarder, de regarder. Et bien évidemment, de fil en aiguille, il y a ceux qui sont beaucoup plus réguliers donc, que les autres. On arrive, je vais dire, à tisser quelques complicités, en fait, je vais dire une relation de confiance où progressivement, ils répondent, je vais dire, à mes questions. Et bon, voilà, de fil en aiguille, j'essaie de tirer, en tout cas, toutes ces informations. Parfois, s'il y a des choses qui m'échappent, j'essaie de les interroger, j'essaie de, de jouer le naïf et d'essayer de comprendre un peu tout, bon, de fil en aiguille. Et quand je rentrais, bien entendu, je notais. Et le lendemain, je revenais avec des questions parfois qui étaient indexées, je vais dire, aux réponses au fond de la veille. Et c'est comme ça que finalement, au bout du compte, j'arrivais, je veux dire, à constituer tout le cheminement, en tout cas donc toute l'histoire qui était derrière. En tout cas, ce Hirde est bien évidemment derrière tout dans ce restaurant. Et voilà, donc c'est à peu près ça. Bon, c'est vrai que au départ, il y avait cette méfiance, mais il me fallait, c'est à moi en tout cas d'essayer, en tout cas d'être patient. Je crois que ça s'est tiré à peu près sur pratiquement plus d'une année hein, je vais dire, tout le temps que j'allais. Parfois, je rentrais même jusqu'à minuit. Donc, c'est à peu près ça. Est-ce que c'est la première fois que vous faites ce cheminement-là pour travailler un roman, pour dénoncer une injustice sociale? Est-ce que dans chaque roman, c'est aussi votre mode de fonctionnement, ou c'est la première fois que ça arrive parce que le sujet s'y prêtait parfaitement? En fait, pour ce sujet précisément, je crois que c'est un peu, en tout cas, de ce côté-là, je crois que parce que, compte tenu du fait que le milieu était hermétique, il me fallait absolument faire ça. Parce qu'il faut voir, je crois que mon premier texte était un peu autobiographique, Chronique d'une destinée. Mon deuxième roman était un roman historique.
c'est-à-dire porter un regard sur l'Afrique contemporaine à partir justement de l'histoire donc coloniale, mais sans pour autant, je veux dire, justifier la réalité en place parce que cette réalité, pour moi, va au-delà de la simple victimisation. En fait, ça ne s'explique plus. Donc, mon troisième livre, c'est un recueil de nouvelles et tout ça, ça porte, je vais dire, aussi sur les réalités sociales, mais c'est des réalités qui sont visibles au quotidien dans nos sociétés. Mais je peux dire que c'est surtout vraiment la première fois parce que ce milieu, pour que je puisse avoir tous les éléments dont j'avais besoin, les éléments nécessaires pour paraître, en tout cas, euh, 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 comment dirais-je, pour être convaincant, il fallait absolument que je m'immergeais dans ce milieu. Et bien évidemment, c'était un milieu où moi-même, je devais forcer d'ouvrir la porte, en tout cas pour essayer, en tout cas de me fondre dans ce milieu, pour essayer d'avoir les informations que je pouvais rechercher. Donc, je peux dire que pour répondre directement à votre question, je peux dire que c'est la première fois, en quelque sorte. Très bien. Alors ce titre, Les transfuges, qui peut désigner souvent ceux qui fuient un camp, ceux qui fuient une classe, une condition, qui sont pour vous les véritables transfuges de ce roman? Est-ce que ce sont les femmes qui quittent le Nord? Est-ce que ce sont les hommes qui trahissent leur propre serment? Ou quelque chose d'autre? Ou les deux à la fois? Mais finalement, les transfuges, à qui ça s'adresse? Bon, les transfuges, c'est d'abord ces femmes, bien entendu, qui sont victimes du patriarcat dans le Nord Cameroun. Et bien évidemment, après leur divorce, elles se retrouvent, en tout cas, dans les rêves de trouver de nouveaux maris, puisqu'elles n'ont été pratiquement préparées donc au mariage. En fait, leur horizon de vie, c'est le mariage. Et bien évidemment, elles se retrouvent dans le sud du Cameroun avec tous les mirages au fond, disons, que ça comporte. Et malheureusement, étant donné qu'elles ne sont pas armées, parce que déjà, elles n'ont pas fait l'école, elles ne sont pas armées, et c'est comme ça qu'elles tombent justement dans ce milieu. Bon, il se trouve que euh, les hommes qui les rencontrent dans le milieu donc à Douala, ce sont aussi des gens, je veux dire des hommes originaires aussi du Nord Cameroun, c'est-à-dire qui viennent aussi s'installer dans le sud, soit c'est des commerçants, soit c'est en tout cas, des aladji, donc comme on dit, ou bien que des cadres donc, dans l'administration. Donc, d'une certaine façon, il y a cette idée justement d'un mouvement du nord au sud, parce que le nord Cameroun, voilà, le nord Cameroun, c'est différent du sud Cameroun, c'est deux cultures en fait, donc différentes, et bien évidemment, il y a ce mouvement, et c'est à travers en fait, donc, ce mouvement qu'on voit justement maintenant les transformations que subissent toutes ces personnes qui sont considérées comme ce que j'appelle aussi la diaspora terroir, donc terroir, avec tout ce que dont ça comporte, et bien évidemment, le Nord est conservateur et ils arrivent dans le Sud qui est libéral et bien évidemment avec tous les mœurs qui sont débridées et bien évidemment on voit un peu comment tout cela donc évolue. Donc je dirais que les transfuges c'est d'abord ces femmes qui quittent le Nord Cameroun en fait par la force donc, des choses et bien évidemment elles trouvent aussi justement ces hommes qui sont partis aussi donc, du Nord et bien évidemment qui exploitent leur naïveté, qui exploitent leur faiblesse et bien évidemment leur vulnérabilité à des fins sexuelles. Et c'est vrai que dans le roman, on le voit vraiment, cette scission entre le nord et le sud de Cameroun, qui fonctionne vraiment comme deux mondes distincts, presque deux civilisations différentes en tension. Il y a clairement une tension à chaque fois. Est-ce que vous pensez que ce livre, il va être lu de manière différente selon qu'on se trouve au nord ou au sud? Je ne sais pas s'il est sorti au Cameroun encore ou pas, vu que vous avez dit que c'était le sixième roman. Je ne sais pas s'il est sorti déjà, mais comment on vous lit aussi au Cameroun? Quel regard portent les lecteurs sur vos ouvrages? Est-ce que vous êtes aussi un lanceur d'alerte? Est-ce que ce livre-là peut aussi faire partie de ce genre de choses? Bon, je pense que le regard reste sur le fond, le regard reste le même. À chaque fois quand un écrivain met le doigt sur des problèmes, des problématiques sociétales, et bien évidemment, il y a certains qui ne sont pas prêts, je veux dire, aller regarder au fond, donc, en face parce que ça dérange, parce que ça bouscule. Et bien évidemment, l'écrivain, lui, il ne s'embrasse, il ne s'embarrasse pas de tels, voilà. Donc,
Maintenant, donc, que dirais-je? Euh, Quand vous lisez les transfuges, en fait, en miroir d'une certaine façon, vous avez le reflet de la société du Sud aussi. Parce que, par exemple, je prends l'exemple, hein, quand Hadji Halmat a dit, ça dit pour convaincre l'une de ses filles, est-ce que tu veux devenir prostituée, tu veux être comme ces Gadamayo qui marchent avec des jupes aussi longues que les culottes. Donc, en fait, d'une certaine façon, vous avez le reflet de cette société. Et bien évidemment, que ce soit les sudistes qui lisent l'ouvrage, l'ouvrage porte aussi un regard sur leur société. Donc, bien entendu, on dit l'écrivain, c'est le miroir de sa société. Et donc, je pense que dans un sens comme dans un autre, on a je veux dire, les mêmes réactions parce que les deux sociétés sont impliquées. Et bien entendu, par rapport à mes précédents ouvrages, il y a toujours eu des réactions, mais c'est des réactions qui sont d'ordre courant. En tout cas, je les prends comme telles parce que la société n'est pas souvent, n'est pas toujours prête à regarder ou bien à lire ce qui dérange. Et je pense que l'écrivain est dans son rôle, en réalité, justement, de mettre le doigt sur ces problèmes. Alors justement, Adja Almata, c'est à la fois un personnage très ambivalent du roman, à la fois bourreau et victime. Comment vous avez construit ce personnage-là justement pour qu'il soit à la fois très détestable et à la fois très attendrissant aussi, sans jamais verser dans la complaisance? Je trouve que c'est le personnage extrêmement fort du roman parce qu'on a vraiment l'impression que elle n'est vraiment pas comme les autres. Je ne sais pas comment vous avez travaillé cette matière-là, mais elle est très poreuse, elle est très brumeuse, et c'est intéressant de voir que il n'y a aucun manichéisme dans ce roman. Vous m'entendez, Badjadji? Oui, romancier, pour moi, hein, je veux dire, n'est pas de juger. C'est de narrer, présenter dans l'histoire et c'est de donner la possibilité au lecteur de se faire, en tout cas, bien évidemment, vous avez très bien fait, en tout cas, de le souligner. J'ai veillé à ça, justement, de bout en bout, dans de l'ouvrage. Euh, Deuxièmement, il faut dire que euh, Hadji Halmata, elle aussi, d'une certaine manière, elle aussi, au départ, c'est une victime du patriarcat parce qu'elle est venue dans le même cheminement que finalement ses filles. En fait, elles partagent d'une certaine façon les mêmes destins. Mais Hadji Armata a quelque chose en plus. En fait, on peut tout dire d'elle, mais il y a ce qu'on ne peut pas lui nier. En fait, elle est très intelligente. C'est-à-dire que elle a cette capacité de trouver toujours des solutions, de trouver toujours la possibilité de retourner la situation en sa faveur en toutes circonstances. Et ça, il faut lui reconnaître cette intelligence. Et donc, bien entendu, au départ, elle faisait la même chose que ses filles. Au départ, elle faisait la même chose que ses filles. À un moment donné où elle devient donc âgée et donc elle perd justement de son attractivité. Et bien évidemment, il fallait qu'elle se réinvente et c'est comme ça qu'elle a bifurqué justement dans la restauration et de fil en aiguille, elle a justement compris qu'elle pouvait revivre son passé à travers justement le proxénétisme, donc les filles donc qu'elle emploie. Donc, c'est à peu près ça. Je ne sais pas si j'ai précisément répondu donc, à votre question, mais je pense que pour moi, le personnage de Hadji Almata, à mon avis, pour moi, ça a été, je dirais, beaucoup plus facile vraiment donc, à gérer, compte tenu du fait que elle était quelqu'un de très intelligent et très calé dans son hypocrisie, et bien évidemment, euh, cette spontanéité de pouvoir s'en sortir, je veux dire, à toutes les situations. Et bien évidemment, tout cela repose sur la naïveté et le manque, je veux dire, d'outils de ces filles. Mais je pense que, au bout du compte,
autant elle est donc ambivalente, autant je pense que au bout du compte, en fait, elle a une cohérence dans tout ce qu'elle fait et elle ne sait jamais, je veux dire, régner par rapport à ses perspectives. Et alors justement, dans cette sacoche qu'elle porte, il y a un véritable arsenal, un arsenal avec des onguents, avec aphrodisiaques, des poudres magiques, mais aussi des conseils, des mensonges et des miroirs un petit peu déformants. Est-ce que vous avez conscience que dans cette sacoche-là, avec cet objet, il y avait une métaphore de tout le système qu'elle pouvait représenter? Ah oui, justement, parce que de toutes les façons, ici, on est carrément, je vais dire, on évite de nommer tout ce qui est. Bien évidemment, la métaphore, donc pour elle, c'est devenu, je veux dire, c'est aussi un des arguments de son commerce, en fait. Donc, en réalité, bien évidemment, quand vous dites, par exemple, donc, un aphrodisiaque, quand vous dites, donc, donc, c'est le maquis, c'est-à-dire, entre guillemets, l'arôme, donc, maquis, bien évidemment, ça frappe tout de suite. Ça frappe l'imagination parce que déjà c'est un produit qui est très connu, donc très utilisé dans la société. Et bien évidemment, donc elle use à chaque fois, je veux dire, de ces métaphores pour mieux passer au fond dans son message. Et bien évidemment, ces filles s'y prêtent aussi parce qu'elle donc, elle utilise justement donc cette rhétorique et donc qui est compatible justement avec donc leur psychologie aussi. Et vous venez de dire justement que tout ce qu'on ne dit pas. Le roman aurait aussi très bien pu s'appeler Les Indicibles, ou en tout cas, notamment par rapport au palu de sang, du sang, ce VIH qui ne dit pas son nom, qui circule dans le roman comme une sorte d'ombre un petit peu portée sur chaque rencontre. Est-ce que c'était pour vous une manière aussi de parler d'une épidémie réelle tout en décryptant le déni collectif qui la nourrissait? On a l'impression que tout le monde fait un déni collectif sur beaucoup de choses. On reparlera tout à l'heure de l'homosexualité aussi, mais sur le palu du sang, j'avoue que c'est assez impressionnant. Ah oui, parce que vous savez, euh, le pire qui puisse arriver, en tout cas dans la société puritaine du Nord Cameroun, le pire qui puisse arriver à quelqu'un, c'est d'entendre qu'il est séropositif. À ça, croyez-moi, c'est la meilleure façon d'être mis, en tout cas à l'écart, d'être ostracisé par la société. Et donc, bien entendu, euh, je ne sais pas, en réalité, je ne sais pas d'où est venu le nom, donc palu du sang. Et de toutes les façons, dans l'ouvrage, je n'ai pas cherché, je veux dire, à expliquer dans ce terme. Mais on peut dire que dans l'imaginaire collectif, en fait, ça s'est imposé donc, comme tel pour justement faire un parallèle avec le palu. Mais bien évidemment, ça arrange donc, tout le monde parce que de toutes les façons, quand on souffre, donc, je veux dire, d'une maladie comme le sida, et de toutes les façons, on n'a pas fait l'examen pour savoir exactement de quoi on souffre. Et on préfère dire qu'on souffre donc, du palu du sang à défaut. Peut-être qu'au départ, c'est le palu, un palu qui est résistant, qui devient maintenant le palu du sang. Donc, on évite déjà de savoir de quoi l'on souffre. Et bien évidemment, le palu du sang s'est installé dans l'imaginaire de tous. Et bien évidemment, dans cette société où l'hypocrisie règne en maître, ça arrange tout le monde et on avance comme tel. Donc, moi, je pense que c'est une suite logique, en fait, de ce qui était déjà dans la société, dans la considération, je veux dire, de la société, ou qui consiste justement à éviter de regarder tout ce qui dérange. Donc c'est à peu près ça. Et puis il y a à côté de ça Aladji Samaroka, qui est cet homme qui désire les hommes, qui se cache derrière des femmes, qui n'est pas condamné finalement dans le texte, qui est décrit avec une certaine empathie. Est-ce que pour vous, c'était aussi délibéré d'inclure cette figure dans un roman qui était ancré dans une communauté musulmane très conservatrice? C'est tristement à propos aujourd'hui, puisqu'on a vu que dernièrement le Sénégal a condamné aussi l'homosexualité avec des peines beaucoup plus lourdes. Donc c'est aussi d'actualité malheureusement. Mais ce personnage-là, il est aussi très en filigrane de ce texte-là par moment. Il est intéressant parce qu'il montre aussi à quel point il y a une société conservatrice qui est extrêmement puissante.
Oui, effectivement. En fait, déjà, forcément, on sait que dans toutes les sociétés, en tout cas, aucune société n'a des leçons à donner à d'autres. Toutes les sociétés ont les mêmes problématiques. C'est-à-dire que autant on a des homosexuels au Cameroun, au Sénégal, en Europe, on a partout, en fait, dans toutes les sociétés, on retrouve donc les mêmes composantes. Donc, bien évidemment, à la Samaroka, ça devait d'exister et bien, il se devait surtout de ne pas exposer justement son orientation sexuelle parce que pour les mêmes raisons, il sera mis donc, au banc, en tout cas, donc, il sera ostracisé. Donc, il est obligé de rester hypocrite, de masquer tout ça et d'essayer de tirer le meilleur parti de tout ce qu'il pouvait, en tout cas pour exprimer, pour continuer à exister dans l'esprit justement de son orientation sexuelle. Et bien évidemment, de fil en aiguille, il a compris qu'il pouvait continuer à fréquenter les femmes et bien évidemment et exprimer justement son orientation sexuelle à travers offrant les femmes. Et comme ça, la société ne saurait pas qu'il est homosexuel. Donc, donc, c'est à peu près ça. Et bon, de l'autre côté, bien évidemment, se pose clairement, je veux dire, le problème, je veux dire, de la tolérance. Et bien évidemment, la société camerounaise, en général, aussi bien que la société sénégalaise, n'accepte pas dans cette orientation qui est condamnée par la loi. Et puis, il y a, en parlant de bêtises, justement, l'épigraphe de Valérie Larbaud qui est magnifique. La bêtise a ceci de terrible qu'elle peut ressembler à la plus profonde sagesse. Ça ouvre le roman comme une sorte d'avertissement. Finalement, à qui il s'adresse, cet avertissement? En tout cas, je l'ai pris ainsi comme un avertissement. Est-ce que c'est au personnage? Est-ce que c'est au lecteur? Est-ce que c'est au contraire à ceux de l'extérieur qui jugent ces femmes aussi? Mais il est intéressant. Cette phrase était très intéressante parce que elle dit aussi beaucoup de choses du roman. C'est une sorte de grand résumé presque philosophique de ce roman-là. Pourquoi vous l'avez Oui, en choisi fait, pour d'ailleurs? moi, oui, c'est la citation qui était pour moi tout de suite, hein, je n'ai même pas hésité, c'est la citation qui me paraissait en tout cas très adaptée d'une certaine façon, en fait, pour résumer à peu près l'ouvrage. Voyez-vous, tous les personnages, en tout cas de l'ouvrage, quand ils argumentent, ils sont sûrs d'eux, et particulièrement quand vous avez vu, par exemple, je vais dire les échanges au niveau de IRD, mais c'est des personnes qui sont sûres d'eux et qui sont sûres, c'est-à-dire qui sont convaincus d'être sages, qui sont convaincus de sortir, en tout cas de sortir des raisonnements d'une grande sagesse. Et parfois, on peut même avoir envie au fond de les croire. C'est-à-dire que on peut tomber au fond dans notre piège pensant que peut-être, mais c'est des personnes qui sont sages au bout du compte. Je veux dire, des gens qui sont peut-être faibles au fond d'esprit peuvent penser que ces personnes sont d'une grande sagesse. Et donc, c'est à peu près ça. Et je pense que tout ça, ça symbolise à peu près la société du Nord Cameroun dont je suis issu, où, vous savez, ce n'est pas une société qui repose sur la culture je veux dire de l'intellect, qui repose beaucoup plus sur la culture au fond de l'ignorance. Et c'est ça qu'on voit à peu près, je veux dire à travers, je veux dire en fligrant, à travers au fond dans l'ouvrage. Et par exemple, je veux dire, quand vous allez au fond à l'école, quand vous rentrez, vous retrouvez vos camarades qui n'ont pas été à l'école et vous voulez les raisonner, vous voulez leur dire des choses qui peuvent les aider, je veux dire, dans leur vie, les aider, je veux dire, à faire évoluer leur mentalité. Tout de suite, ils vont vous dire non, vraiment, arrêtez, non, il faut arrêter, ça c'est l'école, on n'est pas à l'école ici. Ça, c'est les affaires des Blancs. Donc, vous voyez, ils sont convaincus que c'est eux qui sont raison et ce n'est pas vous. Et donc, c'est à peu près ça. Et puis le grand sujet Et donc, aussi. c'est un monde de certitude. Oui, pardon, Badiadji, allez-y, pardon. Je pensais que vous aviez Oui, fini. pardon. Non, non, j'ai dit, c'est un univers en fait de certitude aussi. Et cette certitude qui n'ont aucun fondement, qui repose au fond donc, sur l'ignorance en fait, mais l'ignorance est ici considérée comme une sagesse.
entre guillemets. Et c'est vrai que les certitudes sont aussi beaucoup liées à la religion, qui est omniprésente dans le texte, les ablutions, les prières, les hadiths, les versets, mais tout ça coexiste, c'est ça qui est intéressant aussi, coexiste avec la prostitution, l'alcool clandestin, les aphrodisiaques, et étrangement, on a l'impression que ce n'est pas de l'hypocrisie ordinaire, c'est une sorte de système cohérent, et j'aimerais que vous nous parliez de cette cohérence interne, et on parlait de conviction à l'instant, c'est exactement ça. On a l'impression qu'ils sont tous convaincus d'être dans le vrai, alors que c'est totalement contradictoire et c'est extrêmement très hypocrite. Mais oui, à la limite, même on dirait que c'est devenu culturel, en fait. C'est une culture, en fait. C'est-à-dire que ce ne sont pas des choses qui se sont installées tac, comme ça. C'est-à-dire que c'est, c'est, c'est depuis longtemps. Et c'est une culture, au fond, disons, qui se développe dans un couloir, au fond, disons, bien donné et bien évidemment qui s'ajuste par rapport donc, aux réalités. Et bien évidemment, tout ça, ça s'amalgame pour donner un système cohérent dans lequel, justement, les gens tirent parti et ça rentre pratiquement dans leur mode donc, d'existence. Et c'est ça qui est stupéfiant. C'est-à-dire qu'au bout du compte, on voit que tout est finalement harmonieux et voilà, et ça coule. Donc, c'est à peu près ça. C'est-à-dire, quand vous voyez, par exemple, du côté, c'est-à-dire le problème du Hatch, comment tout ça, donc ça s'agglomère, vous voyez que. Et c'est d'année en année. Donc, moi, je dirais que vraiment, c'est pratiquement devenu culturel, en fait. Exactement ça. Sylvie, c'est à toi. Et donc, quand vous essayez d'aller contre ça, quand vous essayez d'aller contre ça, c'est problématique. Parce qu'ils sont convaincus que c'est vous qui avez tort. Ce n'est pas eux. Sylvie, c'est à toi. Il faut juste activer le micro pour poser ta question. Alors, si tu n'y arrives pas, je vais continuer. Est-ce que c'est OK, Sylvie? Alors, je vais continuer. Il y a beaucoup d'éléments dans ce texte-là, que ce soit la chanson Peul à Radio Garoua qui fait pleurer Binta, le Samsung Galaxy d'Abiba, le Coca à Ladji, le Magi, les petits cubes comme métaphore sexuelle, alors qu'on était quand même plutôt habitué à quelque chose de culinaire. Eh bien, tout cela fait que vous composez une sorte de partition où l'ordinaire est en train de devenir un petit peu révélateur. Comment vous travaillez tous ces détails-là qui font la chair du roman aussi? Qu'est-ce qui fait que vous en mettez un petit peu, mais pas finalement trop. Vous dosez extrêmement avec une grande acuité aussi sur ce qui fait mal à la société. Comment vous travaillez justement tous ces détails qui paraissent anodins et qui finalement disent tellement plus que certains mots, que certaines longues phrases pour dévoiler une société dans son ensemble. Aïe, aïe, aïe. Allô? Vous me Vous suivez? m'avez Allô? vous m'avez entendu Badiadji ou pas du tout? Oui, là, je vous entends. Il y a eu quelques, je vais dire, il y a des perturbations là. Je ne Ouais. sais pas si je vous ai bien compris, mais je vais tenter de répondre. Je crois avoir perçu, en tout cas, le sens de votre question. Je peux essayer de répondre, en tout cas, vous me relancerez si peut-être je n'ai pas bien suivi la question. Je pense que ce qu'il fallait éviter dans ce roman, c'était de forcer telle ou telle information. Parce il y avait justement ces informations, je vais dire, à profusion. Et l'observation, déjà, était donc très essentielle. Et bien évidemment, savoir tout ça, je veux dire, dans la narration, clés qui sont adaptés, en tout cas pour mieux porter. Allô? Des personnages adaptés qui peuvent mieux porter. Je ne sais pas si vous me regardez, en tout cas si vous C'est m'écoutez, bon, parce que là, c'est bon, ah Badiadji. d'accord, ok. D'accord, donc je disais, il y a des personnages convaincants qui peuvent porter justement ces différentes dans ces informations à tel ou tel niveau disons, de l'ouvrage. Donc, euh, finalement, c'était des outils qui étaient, comment dirais-je, euh, euh, des outils qui étaient très, en tout cas,
très fréquent, je veux dire le quotidien, puisque ça rentre pratiquement dans l'utilisation même donc culturelle. Donc, le quotidien rimait justement autour justement de tous ces éléments. Et donc, je n'ai pas vraiment eu de peine finalement à les introduire dans les habitudes, je veux dire, des différents personnages, tant ces outils, tant ces aspects intègrent finalement, je veux dire, leur mode de vie, leur mode de considération et leur mode d'expression. Très bien. Vous avez très bien entendu ma question, c'est parfait. Sylvie, c'est à toi alors. Est-ce que tu as réussi? Oui, je crois que j'ai rétabli C'est le parfait. micro. On t'entend. Euh, je vais Allô? poser une question. Oui, Allô? je vais poser. Oui, oh, On, c'est pas vrai ça. on t'écoute, Est-ce que Sylvie. oui, j'aurais voulu demander à quoi a été due, selon l'auteur, la différence entre le nord et le sud Allô? camerounais. Allô? Allô? Oh, Sylvie, je vous écoute. Allô? oui, oui, j'essaye. Oui, Sylvie, je Ça vous m'a, écoute. Hmm. euh, je- j'aurais voulu savoir à quoi tenait cette si grande différence sociétale et culturelle entre le nord et le sud du Cameroun. Est-ce qu'il y a des raisons à ça, euh, euh, de différences ethniques, religieuses ou simplement géographiques dues à la vie qui est d'une certaine façon au nord et différente au sud, parce que c'est un pays que je ne connais Allô? pas du tout. Oui? Oh, Oui, je Allez-y, vous écoute, Badjadji, c'est bon. Sylvie. Allô? allô? Anthony? Oui, allô, Sylvie? Allez-y, Oui, j'essaie. Badjadji, vous pouvez répondre. Oui, je pense avoir suivi sa question. C'est bon. D'accord, je vais essayer de répondre. En fait, déjà, ce qu'il faut comprendre, le Cameroun a pratiquement 200, on est autour de 240 ethnies. Donc, et ces deux, donc, culturelles, en tout cas géographiques, qui elles-mêmes, je vais dire, peuvent être subdivisées donc, en deux. En fait, le Nord Cameroun, c'est l'ère culturelle soudano-sahélienne et le Sud Cameroun, c'est l'ère culturelle bantou. Donc, le Nord Cameroun est à dominance musulmane, c'est-à-dire donc, qui est dans l'esprit, en tout cas, des cultures sahéliennes. Donc, et le Sud Cameroun, ok, à dominance donc chrétienne, donc l'ère culturelle bantou. Donc, vous voyez déjà à peu près la différence, ok, donc culturelle entre les deux régions. Et deuxièmement, il faut dire que par rapport à l'histoire, en fait, la colonisation, le Sud Cameroun est côtière. Donc, c'est par le Sud Cameroun que la colonisation, en tout cas, les Occidentaux, en tout cas, sont arrivés et ont intégré, en tout cas, le Cameroun. Donc, ce qui veut dire que d'une certaine façon, le Sud Cameroun a été beaucoup plus exposé, je veux dire, à la culture de la colonisation et bien évidemment avec l'école, avec le christianisme, tout, sachant que le Nord Cameroun, bien évidemment, avec les croisades donc, des peuples venus du Mali, en tout cas de l'Afrique de l'Ouest, et bien évidemment qui est à dominance justement islamo-peul. Donc, voilà en gros la situation donc, au Cameroun. Donc, le Nord Cameroun est une société conservatrice et le Sud Cameroun est considéré une société, je dirais, libérale. Donc, c'est à peu près ça. Je ne sais pas si, à travers cette réponse, je ne sais pas si elle comprend à peu près la différence, je veux dire, entre les deux régions et d'où maintenant les personnages qui viennent de la société conservatrice du Nord Cameroun, qui intègrent une société libérale dans le Sud, et justement dans laquelle l'intrigue du roman se déroule. Donc, on voit bien justement que tous ces décors et comment justement, en tout cas tous ces échanges, à travers, je veux dire, de cette société, et bien évidemment la transformation que ceux qui quittent justement du Nord subissent justement dans le Sud. Parce que
ce qui se passe, ce que j'ai décrit dans le roman, en réalité, au nord, c'est beaucoup plus compliqué. Même si ça s'est fait aussi. Je ne dis pas que le nord, non, au nord aussi, il y a des prostituées dans le sens dont décrit dans l'ouvrage, mais euh, vous pouvez bien donc comprendre aisément que l'expression est beaucoup plus aisée, beaucoup plus facile dans une société donc libérale et encore plus dans une mégapole comme Douala. Alors, vous vous figez un petit peu Badjaji sur la vidéo, mais on vous entend parfaitement, donc c'est déjà pas si mal. J'aimerais vous poser la question de savoir, parce qu'il y a certains personnages dans le texte qui sont... le destin de ces personnages-là sont traités très rapidement comme une sorte de banalité de la tragédie. Et c'est ça qui est intéressant, comme si certaines jeunes filles, notamment Rayana, Onera, Faziwa, qui sont presque noyées finalement dans le flot du récit, comme si leur disparition était aussi banale que leur vie. Ça aussi, c'est un choix fort. Tout à l'heure, vous disiez le fait de ne pas accentuer le trait, de ne pas tirer sur ce trait-là pour que les lecteurs aussi comprennent très facilement. Est-ce que c'est ça aussi la banalité de cette tragédie, la banalité de leur vie? Est-ce que j'ai bien saisi aussi votre intention sur ce destin de certaines femmes? Oui, en fait, déjà dans cette société, quand quelqu'un meurt, en fait, c'était le destin. C'est Dieu qui a voulu. Donc, quand c'est Dieu qui a voulu, quand c'est le destin, on ne se pose pas de questions. Fauzia, par exemple, ou donc qui est marié, ou donc qui est marié et qui est décédé la nuit de miel, si je puis le dire comme ça. Mais le matin, c'est le destin. Elle est décédée. On ne se pose pas la question, on ne cherche pas à savoir. Entre les lignes, on comprend tout de suite que c'est la violence justement de la nuit de noces qu'il a précipité donc à la mort. Mais on ne se pose pas de questions. C'était son destin. Donc elle devait décéder à ce moment-ci, à ce moment. C'est Dieu qui a voulu. Point, on s'arrête. On s'arrête là, on se pose plus de questions. Donc c'est pour cela que dans l'esprit justement de la narration, ayant juste présenté au fond des faits, je n'ai pas voulu, je veux dire, donc m'attarder sur ce fait-là pour relever justement ce caractère, je veux dire, de destin, cette importance, en tout cas cette considération élevée qu'on donne au destin et qui empêche qu'on se pose au fond les questions sur des faits qui arrivent, qu'on se pose véritablement des questions et pour comprendre, je veux dire, certains faits qui nous échappent et bien évidemment éventuellement aller vers leur remise en question, leur remise en cause, et peut-être justement essayer de trouver des solutions, de s'améliorer. Parce qu'on est dans une société qui ne se pose pas, donc qui n'accepte pas des remises en cause, qui ne se pose pas des questions sur des choses au fond donc établies. C'est Dieu, et bien évidemment, la croyance, c'est qu'on nous enseigne. Quand quelque chose arrive, c'est Dieu. Alors, quand c'est Dieu, pourquoi se poser des questions? Alors, on va profiter que la connexion soit bonne pour que vous nous lisiez un premier extrait, Badiadji. C'est à vous. Et en attendant, on va faire une petite photo de groupe, comme on en a l'habitude. Voilà, préparez-vous. C'est bon, parfait. Badiadji, c'est à vous pour la lecture du premier extrait. D'accord, j'y vais. Il faut dire que je n'ai pas encore l'exemplaire du roman, Très bien. donc je vais lire sur l'écran. Vous me suivez. OK. Un instant. Pinta, tu ne peux pas ignorer les raisons du mécontentement d'une personnalité que le monde adulte et qui se veut pour épouse et qui te veut pour épouse, à moins que tu ne veuilles passer à côté de la chance. Je ne te le permets pas. Ça, c'est Hadji Almata qui parle. Mais il n'y a pas de problème entre nous, Hadja. Bien sûr que si. Arrête de me prendre pour une idiote. J'en connais assez pour te guider dans ce monde compliqué. Je n'en doute pas, Hadja. Alors pose-toi des bonnes questions. J'ai beau me creuser la tête, je ne comprends pas qu'il soit mécontent de moi. Il m'a pourtant affirmé que tu as refusé de le rejoindre à l'hôtel. Ah, réagit Binta, étonnée. Son attitude allait pourtant de soi, selon elle. Elle la considère normale, ne mesurant pas la portée de son acte quant à ses fiançailles avec son illustre prétendant. Tu as l'air étonné, Binta. Bien sûr, je devais refuser. Et pourquoi donc? Je ne vois pas ce que je pouvais faire à l'hôtel. S'il m'aime pour le mariage,
il ne perd rien à attendre. Je ne peux rien faire avec lui avant. Il sait très bien que l'islam interdit de coucher hors mariage. Hadja Almata ne dit mot, constatant que celle-ci est envoyée dans les cordes par l'hypercute qu'elle vient de lui asséner, Binta s'empresse de lui porter un autre coup. J'ai pourtant eu l'impression qu'il avait compris mes raisons. S'il est un bon musulman qui aide la communauté à aller de l'avant et non à faire des bêtises. Hadja Almata le sait à présent. La soirée qui s'annonce sera tout sauf une sinécure. Désarçonnée, elle garde cependant par intérêt et choix tactique, calme et lucidité. Binta est sa nouvelle poule aux œufs d'or, celle sur laquelle sont fondés ses espoirs. Mais elle sait désormais que cette poule est atypique. Elle entend donc user de toutes les subtilités dont elle dispose pour convaincre, fût-ce de force, sa protégée. Une victoire au point reste malgré tout une victoire, bien que sans panache. Cela suffira largement à la contenter vu la tournure des événements. Il faut savoir être réaliste et pragmatique. Même si Binta a raison sur le principe, elle a cependant tort de soutenir pareille réflexion dans un monde qui a changé et qui exige intelligence et sens du réalisme. Un sens affranchi tout au moins de cet aveuglement primaire et rédhibitoire que l'on prête aux filles du Nord. Binta en est malheureusement une. Hadja Almata devra lui expliquer que ses idées ne sont plus adaptées aux réalités et aux exigences du moment. Elle devra la façonner aux aspirations qui ne sont nullement dans ses intérêts. Qu'importe, elle devra la réformater avec son temps. Écoute Binta, Allah s'est confié à moi. Il t'aime beaucoup et veut t'épouser. Il peut donc attendre qu'on se marie, non? Et nous serons ensemble pour toute la vie. Je serai à lui. D'ailleurs, il trouve que c'est urgent de coucher avec moi. D'ailleurs, s'il trouve que c'est urgent de coucher avec moi, qu'il ne peut pas attendre, alors on n'a qu'à se marier rapidement. Même demain matin, je suis prête. Avec l'argent qu'il a, c'est possible, je pense. Hadja Almata la fixe, souriant légèrement d'un air lointain. Elle est peinée et comme assaillie par la compassion débordante qu'elle éprouve pour cette demoiselle, semblable à un trésor qui risque de se perdre par naïveté. Merci, Badiadji. Alors, Voilà. il y a aussi quelque chose qui m'a frappé et en même temps ça se comprend aussi, mais c'est que le roman ne donne vraiment jamais la parole aux hommes en dehors de leurs interactions avec les femmes. On les voit toujours de l'extérieur par le regard des protégés. Est-ce que c'était un parti pris presque politique, je dirais, de refuser de les laisser se justifier pour éviter de tomber dans la justification de l'horreur finalement? Oui, en fait, déjà, je voulais dire que l'espace que je viens de lire, en tout cas l'extrait que je viens de lire, montre à quel point en réalité ces filles, ces femmes qui viennent en fait sont de bonne foi. Elles cherchent vraiment donc un mari et c'est leur seul objectif. Et donc elles sont graduellement poussées dans ce système. Et là on voit, c'est au moment où Binta est arrivée et Hadja Almata est en train de la pousser graduellement dans voilà. Elle ne comprend pas qu'on l'invite à l'hôtel, donc qu'elle aille à l'hôtel, alors qu'elle n'est pas encore mariée donc avec le monsieur, et que si le monsieur vraiment, puisque Hadja Almata dit que le monsieur veut dans la mariée, mais qu'il s'attend dans le mariage. Mais ça, précisément dans votre question, je dirais, en fait, ce qu'il faut dire ici, euh, le roman porte un regard sur la société à travers justement la vie de ces femmes. Donc, ça veut dire que le regard que l'écrivain porte sur ces hommes, c'est un regard qui est indexé, en tout cas qui passe sous le prisme justement de ces femmes, ce qui fait que je dirais que c'est-à-dire, ils sont comme des personnages secondaires, mais dont le reflet donc par miroir. Donc, c'est-à-dire, leur personnalité se reflète justement plutôt sur ces femmes en réalité. Donc, je n'ai pas souhaité donc les voir donc, autrement. Et je pense que par rapport même justement, je vais dire, au but, à l'objectif donc, du roman, pour moi, c'était cette équation que dont je devais régler. Et bien évidemment, c'est quand ils entrent, je veux dire, en interaction avec ces filles, et justement que leur regard aussi donc, apparaît. Mais sinon, à chaque fois, je préfère donc, porter un regard sur eux à travers justement que ce soit Hadji Almata ou bien les différents
les différentes femmes, dans ces différentes filles. Et puis il y a Douala qui est surnommé Petit Paris par les femmes du Nord. Petit Paris, oui, ça. Ouais. Qui est cette projection un peu fantasmée du ville sur une autre. C'est aussi peut-être la structure du désir dans votre roman. On vit toujours dans l'attente d'un ailleurs. On a l'impression qu'il y a une sorte de géographie du désir qui est peut-être consciente dès le départ, mais on a l'impression que tous vos personnages sont dans la projection d'un ailleurs. C'est aussi frappant. Est-ce que on sait que c'est aussi commun à certains pays d'Afrique qui ont cette projection-là du monde occidental et qui pensent que l'herbe est peut-être plus verte ailleurs, ce qui n'est pas toujours le cas parfois. Mais ces personnages-là, en tout cas, ils sont gangrénés par cet ailleurs. Est-ce que ça permet de rêver? Est-ce que c'est ça qui permet de rêver à travers certaines horreurs? Est-ce que c'est le seul refuge finalement? Est-ce que c'est ce qui reste? Oui, déjà, il faut dire que moi-même, j'ai grandi dans le Nord Cameroun. En tout cas, toute mon adolescence, j'ai toujours écouté Douala Petit Paris et nous avions des camarades qui passaient leurs vacances à Douala. Et quand ils revenaient, bien évidemment, nous étions morts de tous ces commentaires qu'ils nous ramenaient, tout ce qu'ils avaient vu, tout ça. Bon, finalement, voilà, moi, en tant que, je veux dire, un enfant donc rural, et bien évidemment, je rêvais aussi de voir tout ce qu'ils racontaient. Et donc, il y a justement cet esprit, cette propension, justement, à aller en tout cas vers l'ailleurs et vers justement tout ce qui est fantasmé. Et ça, je pense que déjà, c'est dès le bas âge. Et donc, cette réalité ne nous quitte pas. Et bien évidemment, c'est la même réalité donc, que vit aussi tous ces personnages. Par exemple, même dans les différentes femmes, et bien évidemment, elles aussi, c'est parce qu'elles rêvaient donc, de venir à Douala donc elles sont venues. Et tout comme aujourd'hui, même donc, actuellement, quand vous voyez donc, à Douala, il y a ceux qui rêvent donc, d'aller à Paris. Et bien évidemment, quand on dit Douala, Petit Paris, ça donne justement avec l'image que Paris a. D'ailleurs, il y a aussi je vais dire un dicton que nous savions aussi quand nous étions, je vais dire petits, qui disait voir Paris et mourir. Autrement dit, il y avait des personnes, c'est-à-dire après avoir vu Paris, ils pouvaient mourir, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire ils ont tout vu. Donc, vous voyez à peu près cette culture au fond de la propension au fond vers l'ailleurs. Et bien évidemment, cette culture est ancrée aussi au sein de ces personnages. Et bien évidemment, on les voit, je veux dire, au fond, donc vivre tout ça d'une manière ou d'une autre. Et ça les porte, je veux dire, à travers justement à travers les différentes, je veux dire, les différentes séquences au fond de la narration. Alors, ce que j'ai trouvé aussi très presque étrange finalement, c'est la temporalité. On a l'impression qu'on est dans un temps un petit peu indéterminé. On aperçoit des téléphones, on aperçoit les années 90, on aperçoit des radios. On a l'impression que c'est une sorte de temporalité un peu flottante, comme si rien n'avait changé, comme s'il y avait des réalités un petit peu intemporelles. Alors, je ne sais pas si j'ai raté quelques signes ou pas. Alors, il y a des présidents qui passent, certes, donc on a des petits repères, mais sur l'ensemble de la narration, c'est vrai qu'on a l'impression que rien n'a changé, voilà, que les années 90 sont peut-être encore celles d'aujourd'hui et que c'est très brumeux sur la temporalité. Je ne sais pas si c'était voulu ou pas, mais comment vous expliquez ça? Malheureusement, c'est ça. C'est la réalité qui est la nôtre, de notre société. Vous pouvez vous absenter, je veux dire, 5 ans après, vous revenez. Au mieux, peut-être les choses sont telles que vous les avez laissées. Et bon, vous voyez, donc ça, c'est l'inertie à peu près des sociétés africaines. Et à côté de ça, donc, il y a aussi, bon, je veux dire, les nostalgiques. Par exemple, dans le roman, on voyait que bon, Hadja Binta a été nostalgique, en tout cas d'une période, c'est-à-dire celle de son enfance, et ça a été renforcé par les austérités donc qu'elle subissait. Moi, je me rappelle quand je suis parti, je suis rentré au Cameroun en 97 après ma formation d'ingénieur en Lorraine. Je me rappelle, je suis rentré à Nancy, je crois, en 2005.
Mais croyez-moi, le centre-ville de Nancy, j'étais perdu. Déjà, il y avait le tramway, beaucoup de choses avaient changé. Ce n'était plus la place Saint-Nicolas que je savais, tout ça. Et pourtant, juste en l'espace de 5 ans. Mais chez nous, ce n'est pas la même chose. Donc, euh, en même temps, j'ai voulu aussi ressortir, je veux dire, cette nostalgie à travers justement le personnage donc, de Adja Binta et Abiba donc, et autres. Mais en même temps, le fond, c'est la réalité. C'est-à-dire que l'inertie est bien quelque chose de palpable et c'est une réalité qu'il fallait aussi composer avec. On peut avoir l'impression, parce qu'il y a euh, les réseaux sociaux, ça va trop vite, mais en réalité, il y a l'autre face de la société qui ne va pas aussi vite, c'est-à-dire la modernisation des infrastructures, voilà, les ponts, les édifices. En fait, c'est tout ça. Donc, l'ancien côtoie cette modernité qui est beaucoup plus sur les technologies, téléphones et autres. Mais en réalité, le fond de la société n'est pas tout à fait différent de ce que nous savions il y a 20 ans, il y a 30 ans, malheureusement. Oui, et puis alors justement, pour rebondir sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp apparaissent comme des ennemis d'Ada Soureya, notamment, qui voit dans les réseaux sociaux des nouvelles agences matrimoniales clandestines. Alors ça, c'est à la fois un petit peu drôle et à la fois profond, parce que est-ce que vous pensez que le numérique a transformé les rapports de pouvoir entre hommes et femmes dans ces communautés-là? Est-ce que ça a été une grande révolution, et notamment vis-à-vis de l'hypocrisie dont on parlait tout à l'heure sur la religion? Est-ce que ça a abaissé les barrières finalement? Oui, donc, vu du Nord Cameroun, en tout cas de la société conservatrice du Nord Cameroun, euh, on voit que les réseaux sociaux ont vraiment cassé beaucoup de choses parce que, imaginez, imaginez, vous connaissez une femme, vous avez son contact, c'est une femme donc mariée, imaginez que vous pouvez lui dire bonne nuit à 23 heures. Chose qui était impensable à l'époque parce que vous avez des concessions, vous avez des grandes barrières, les hommes veillent à ce que leurs femmes ne côtoient pas, je veux dire, la société parce que justement elles sont mariées. Bref, tous ces codes donc sont cassés parce que les réseaux sociaux permettent ou non permettent justement de développer, je veux dire, ces interactions entre des hommes donc, et des femmes, toutes choses qui étaient impensables, je veux dire, avant l'avènement donc des réseaux sociaux. Et à ce titre, je veux dire, ça a en même temps, à mon avis, hein, ça a en même temps renforcé ces hypocrisies, mais aussi libérer justement les barrières physiques donc, qui subsistaient. Mais de l'autre côté, je voudrais aussi révéler justement les limites des réflexions donc, que nous avions. Je veux dire que la société conservatrice donc, a. C'est-à-dire toutes ces barrières sont devenues donc dérisoires à travers justement ces réseaux sociaux. Et bien évidemment, quand vous ne préparez pas vos enfants, vos filles à s'émanciper, à avoir des outils pour mieux vivre dans cette société, à avoir la capacité de discernement, bien évidemment, elles sont des proies. Je veux dire, elles sont des proies dans cette société, elles sont facilement influençables. Et c'est comme ça qu'on voit, par exemple, Rachida, qui est devenue, qui est une femme mariée, ça dit c'est l'une des personnages, Rachida, je ne sais pas si vous voyez, et qui est devenue aussi donc une prostituée, alors que bon, donc elle est mariée, et voilà, mais elle est mariée, mais elle est ouverte au monde, elle est en contact avec dans tout le monde, et à travers le commerce, elle peut continuer, en tout cas exercer dans sa prostitution, sans que personne, je veux dire, s'en aperçoive. Donc, malheureusement, donc c'est ça. Moi, je pense que les réseaux sociaux ont facilité la relation entre les hommes et les femmes. Et bien évidemment, ça met à la dérive les barrières physiques
que les sociétés conservatrices pensaient donc, avoir mis donc, en place pour museler la femme. Donc, c'est à peu près ça. C'est ce que j'ai voulu aussi mettre en exergue justement dans l'ouvrage. Est-ce qu'il y a d'ailleurs un personnage qui vous hante encore, qui continue de vous parler un petit peu sur votre épaule? Est-ce qui mériterait peut-être un livre à lui tout seul? Est-ce que, alors à elle toute seule, j'ai envie de dire, parce que je pense que c'est quand même davantage un personnage féminin qui vous accompagne encore, mais est-ce que ça va générer quelque chose d'autre? Peut-être. C'est un petit peu finalement ce qu'aurait pu faire et ce qu'a fait déjà un petit peu Amal aussi. Et ma deuxième question sous-jacente, c'est peut-être celle d'une écriture à quatre mains. Est-ce que ça vous est venu à l'esprit d'écrire aussi avec votre femme, avec Amal, Jaili Amadou Amal, qu'on a vu tout à l'heure en préambule? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait germer aussi dans vos esprits communs? Bon, je ne sais pas. Un témoignage, je pense beaucoup plus, parce que jusqu'à preuve de contraire, je pense que peut-être vous pouvez m'édifier. Jusqu'à preuve de contraire, je ne pense pas avoir vu un roman, une fiction à quatre mains. Ça, voilà. Donc, Ça arrive, un il y en a essai, quelques-uns. hein? Il y en a Oui, mais quelques-uns. voilà. Donc, merci justement, parce que moi, je n'ai pas, je n'ai pas encore lu, je vais dire une fiction dans ce ça. Mais bien évidemment, il y a des idées que nous avons et bien évidemment à l'avenir, particulièrement, particulièrement, je pense surtout dans les témoignages et voilà. Mais pour le moment, une œuvre romanesque. Vous savez, moi, je porte beaucoup plus un regard sur la société du Nord Cameroun à travers, à partir du Sud. Et Amal porte un regard sur la société du Nord Cameroun à partir du Nord Cameroun. Et ceci vient du fait, en fait, moi, je peux dire qu'aujourd'hui, en fait, à mon retour au Fordon de la France, je me suis établi dans le sud, au Cameroun. Et en fait, je vais dire, toute ma conviction littéraire a germé justement par mon immersion dans cette société du Nord Cameroun qui est basée à Douala. Et donc, il y a beaucoup de choses qui m'ont intrigué à travers toutes ces transformations. Et donc, j'essaye justement à travers mes ouvrages, montrer justement toutes ces transformations. Et d'une manière ou d'une autre, moi, je pense aussi qu'en ce sens, je peux être, en tout cas, mes écrits sont aussi complémentaires, je veux dire, de ceux d'Amal. Par exemple, quand on voit les impatients, on voit par exemple qu'il y a un des personnages qui a fui, qui est parti dans le sud. Bon, on ne sait pas de quoi donc elle est devenue, mais je veux dire Ramla. Donc, si jamais, je veux dire Amal, peut-être un jour, écrit un roman qui va, je veux dire, dans ce sens pour peut-être la vie de Ramla, voilà. Donc, moi, je montre que ça dit ces filles, ces femmes qui ne sont pas instruites et qui arrivent dans le Sud, on voit à peu près ce qu'elles deviennent. Et peut-être que je peux aussi un jour écrire, je veux dire, une femme qui est cette fois-ci instruite et qui a pu justement s'échapper de la société conservatrice du Nord et comment elle a pu s'intégrer, comment elle a pu s'en sortir dans cette société au Soudan du Sud, mais cette fois-ci avec les armes qui sont différentes de celles que les transfuges de Hadji Almata ont. Très bien, très bien. Donc voilà, en projet, potentiellement, une écriture à quatre mains. Bah, étant donné qu'il y a le sud et le nord dans les deux manières d'exister, c'est pour ça que j'ai posé cette question-là, évidemment. Mais je trouve que ça aurait pu être intéressant. Voilà, je pose ça là. Oui, ce qui est sûr, c'est que euh, on discute beaucoup. Il y a beaucoup de sujets, beaucoup de thèmes. On discute beaucoup. Je crois que c'est l'avantage aussi. Voilà. On peut passer toute une soirée à échanger et à nous interroger donc sur des choses. Et bien évidemment, on converge, on diverge sur beaucoup des aspects. Et ça peut permettre, je vais dire, d'aboutir à quelque chose de façon croisée. Et ça peut, voilà. Je pense que c'est les idées.
Très bien. Alors, je pose toujours deux questions récurrentes à chaque auteur qui passe ici. La première, c'est celle de choisir un auteur méconnu ou un livre méconnu que vous aimeriez remettre au goût du jour, quelque chose qui vous a forgé ou pas forcément, mais que vous aimeriez nous partager ce soir. Qui avez-vous choisi, Badjadji? Bon, quand vous dites oh, un auteur méconnu, parce que il y a beaucoup d'auteurs qui m'ont beaucoup forgé, mais pour citer l'auteur méconnu qui m'a aussi forgé, je citerai Amadou Koné. Amadou Koné avec son livre, qui est un écrivain ivoirien, avec son livre Sous le pouvoir des Black Oros. Allô? Oui, Badjadji. Oui, 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 vous pouvez en parler justement de ce livre-là. Je vais partager la Oui, vous me couverture. suivez? Donc, voilà, donc je disais Amadou Koné, Sous le pouvoir des Black Oros. C'était un écrivain ivoirien. Donc, dans ce livre, il dénonce la corruption et la perversion des valeurs traditionnelles en Afrique postcoloniale. Donc, c'est l'histoire d'un jeune homme qui tente de structurer son village contre l'exploitation des fonctionnaires corrompus et des commerçants véreux. Donc, c'est une œuvre qui reste une référence pour comprendre les dérives sociales en Afrique contemporaine. Donc, c'est pour cela que j'ai lu cet ouvrage, je crois, en 1986. Et voilà, c'est exactement ça. Donc, c'est un livre qui m'a, en tout cas, c'est un auteur qui est malheureusement, je vais dire, qui me paraît donc méconnu et qui mériterait, en tout cas, d'être bien plus, donc plus connu. Très bien. Et c'est un ouvrage jeunesse ou pas du tout? Non, non, ce n'est pas un ouvrage jeunesse, c'est un roman. C'est un roman et en fait, il objecte sur les réalités, les dérives de la société africaine donc contemporaine et vraiment, c'est un auteur engagé. D'accord, parfait. Et la deuxième question, c'est celle de vous intégrer dans un personnage de fiction, prendre la peau d'un personnage de fiction pendant 24 heures, au sens le plus large du terme, n'importe quel personnage de fiction. Qui avez-vous choisi et est-ce que vous changeriez sa destinée? Non, celui qui me vient surtout à l'esprit, et peut-être le fait que j'avais lu ça longtemps au moment où mes convictions se mettaient en place. C'est Étienne Lantier de Germinal. Vous me suivez? Donc, Étienne Lantier de Germinal, et particulièrement au moment où il était à la tête de la révolte quand les prix, en tout cas, avaient baissé. Et il m'a beaucoup marqué et j'aurais aimé, bien évidemment, qu'il réussisse, je veux dire que la révolte soit réussie. Et donc, c'est vraiment si je pouvais me réincarner en 24 heures dans la peau d'un personnage, pour moi, c'est Étienne Lantier et je vibrais beaucoup avec lui et ça m'a beaucoup marqué. Et ça m'a beaucoup éveillé justement dans l'engagement contre les injustices sociales. Très bien. On comprend aussi beaucoup de choses avec cette référence-là. C'est le Mhm. moment, Badiadji, de nous lire un second extrait. C'est à vous. D'accord, vous patientez un peu, je vais chercher la page compte tenu du fait que c'est sur le... Voilà, donc... Euh, ok, vous me suivez, donc j'y vais. Euh, Aussitôt Adda Souria parti, Hadja Almata retourne à sa tasse de thé. Elle en sirote une gorgée quand Habiba fait irruption. Hadja, Habiba, appelle-moi d'abord Jamila. Quelques instants plus tard, Jamila arrive. Que fais-tu aujourd'hui, Jamila demande Hadja Almata. Rien, je laisse passer le temps. Ça tombe bien. Après toi vite et va voir Abdul. Il t'attend. Ça peut être une opportunité pour toi. D'accord, Hadja Dada, j'y vais tout de suite. Maintenant, Maintenant à toi, Habiba. Tu sembles soucieuse. Qu'est-ce qu'il y a? Je devais partir avec Sadio, mais Hamayero est venu et il veut que je l'accompagne. C'est quoi le problème? Face à l'hésitation de Habiba, Hadja Almata ne la laisse pas longtemps dans l'embarras. C'est ça aussi sa mission, endosser ce rôle de médiatrice et venir au secours de l'une de ses filles en proie à un dilemme, quitte à trancher dans le vif si nécessaire,
mais toujours au nom de son devoir protecteur. Je te sais intelligent, ma fille. Nous ne pouvons nous permettre de trahir la confiance dont tu jouis auprès de Hamayero. Mais Sadio a aussi des arguments. Sait-on jamais avec le destin? Habiba ne réagit pas, s'efforçant de décrypter les propos sibyllins de sa dada. Je vais faire appeler Sadio et lui dire d'aller t'attendre au carrefour. Une dizaine de minutes plus tard, tu t'excuseras auprès de Hamayero en lui expliquant que tu dois te rendre à une soirée de mariage. Il saura t'attendre et il se doit de t'attendre. Rappelle-toi toujours que c'est la femme qui décide. C'est elle qui détient le pouvoir. Ne l'oublie pas. Le président et la première dame, Madame la Présidente. Tu te souviens de ce que je vous ai dit? Oui, Hadja. N'est-ce pas une bonne idée? Si, une très bonne idée. Rappelle-toi que devant un homme, c'est la femme qui commande. C'est lui qui a besoin de toi. Alors il doit patienter. Tu lui donneras à manger quand bon te semblera. Habiba sourit. La mère attentionnée n'hésite pas à lui rappeler l'essentiel. Ça, je dois payer le prix. Elles échangent un sourire complice. Allez, va ma fille, fais venir Sadio. Assalamu alaikum, fait Sadio en poussant la porte. Wa alaikum salam, entre Sadio. Hadja Almata et Sadio se sont vus dans l'après-midi. C'est elle qui a organisé sa rencontre avec Habiba. L'arrivée à l'improviste de Hamayero, reconnu comme le prétendant attitré, met à mal le programme. Confortablement installé dans son QG, Hadja Almata entend sauver l'essentiel. Tu sais, Sadio, dans la vie, il faut savoir être discret. C'est très important en effet. Il y a trop d'envieux de nos jours. Dans tous les domaines, il faut savoir t'y prendre pour éviter les ennemis. Quant à moi, je dois faire tout pour vous protéger et m'assurer que tout se passe bien. C'est mon rôle. Bien sûr, Hadja, tu as toujours su gérer les choses comme il se doit. C'est donc mieux que tu ailles attendre Habiba au carrefour. Elle te rejoindra dans quelques minutes. Comme tu sais, il y en a beaucoup d'autres qui veulent l'épouser, mais c'est toi qu'elle aime. Il faut ménager les susceptibilités. Merci, Hadja. Moi aussi, je l'aime. Il, il met sa main dans la sacoche, dans la poche de son djibéré pour en sortir un billet de 5 000 francs. Tiens, pour la cola. Ne te dérange pas pour moi, fait Hadja, tout en saisissant négligemment le billet pour le glisser dans son soutien-gorge. C'est la moindre des choses. C'est Allah qui nous a unis. Hadja Almata laisse échapper un sourire satisfaisant, puis ajoute, veille à ce qu'elle ne s'attarde pas. Tu sais que cette ville est très dangereuse la nuit. 1 heure et demie à 2 heures, pas plus. Allez-y et ne perdez pas de temps. Je ne veux pas que quelque chose arrive à mes filles. C'est compris, Hadja. Je la ramène rapidement. Passe une bonne nuit, Sadio. Bonne nuit, Hadja. Quelques minutes plus tard, Habiba revient. Alors, c'était comment? Demande Hadja. Comme on s'est dit, j'ai dit à Mayero que je reviendrai dans un peu moins de 2 heures. Vas-y, ma fille, Sadio t'attend. Mais ne sois pas timide, exploite-le correctement. Habiba sourit de tant de connivence. Ne dévoile pas ta nudité qu'après avoir reçu ton cadeau. Ajoute Hadja Almata. Il doit savoir que je n'en prendrai pas un petit. Renchérit Habiba qui se voile de son lafaya avant de s'éclipser à pas pressés sous le regard attendri de sa dada protectrice. Voilà. Merci, Badiadji. Alors, il y a une scène qui revient. Binta, seule dans le noir, le lecteur audio qui joue, les yeux qui s'embuent. Comme en signe de solidarité, le sommeil ne tarde pas à la délivrer de ses soucis. C'est une phrase d'une douceur cruelle. Le sommeil comme seul refuge, comme seul transfuge possible hors du monde réel. Badiadji Oretaodo nous a parlé ce soir de ces personnages comme on parle de gens que l'on connaît, que l'on a croisés, que l'on ne pourra plus tout à fait oublier. Hadji Al-Malta avec ses certitudes en or, Aladji Bello et son coca cachant le whisky interdit, Jamila, blasée mais lucide, et Binta qui résiste sans le savoir. Ce roman n'est pas un réquisitoire, il est quelque chose de plus difficile à tenir, un portrait. Et les portraits les plus justes sont toujours ceux qui font mal parce qu'ils ressemblent à une connaissance, à quelque chose qu'on a tué, à une société qu'on a préféré ne jamais regarder en face. Les transfuges, au fond, ne fuient pas seulement un monde, ils fuient vers quelque chose qui n'existe peut-être pas encore, un paradis de substitution, comme dit Aladji Bello lui-même, avec toute l'ironie que l'auteur a glissée dans ce mot. Le paradis qu'on cherche ici-bas, au prix de tout ce qu'on croyait déjà sacré. Alors cette nuit, après ce roman, après ces mots, peut-être vous endormirez-vous en pensant à Binta, pas avec pitié, mais plutôt avec quelque chose de plus proche de la reconnaissance, pour tous ceux qui, dans l'obscurité d'une chambre sans issue,
ont quand même fermé les yeux et attendu le petit matin. Alors merci à vous, Badiadji Oretodo, pour ce roman qui ne nous laissera décidément pas indemnes. Merci à vous. Merci beaucoup, Anthony. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé à cette rencontre. Et je signale que le roman, c'est demain le 10 avril, que ça sera dans les Exactement. librairies. Merci beaucoup. Exactement. On a oublié de le dire, en effet, c'est une exclusivité. Il sort demain seulement en France. Et donc, on est ravis de vous avoir eu ce soir en exclusivité. Et vous serez la semaine prochaine avec Jaili Amadou Amal à la soirée Vlil à Paris. Et tous ceux qui sont là, évidemment, ce soir, pourront aussi discuter avec vous pour parler de ce texte qui sera sorti déjà depuis une semaine. Merci infiniment à tous et merci aux éditions Emmanuel Colas, évidemment. Merci tout le monde, une très belle soirée à vous et à la semaine prochaine, sans les écrans cette fois. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.